La femme assise en face de moi a 1000 choses à raconter et toujours une assiette à partager. Enfin, sauf ce matin, je suis un peu déçue. Celle qu'on connaît comme En Randonnion sur les réseaux est une journaliste culinaire, créatrice de liens, raconteuse d'histoires et mère de jumeaux. Ça ne s'invente pas. Elle parle de cuisine comme on sort avec envie des petites boîtes d'un panier de pique-nique, vous voyez, on a déjà envie de tout manger, et elle transmet ses souvenirs comme une grande nappe qu'on déplie avec vivacité et fraîcheur. Elle a un rire franc, des mots rapides, un enthousiasme contagieux de celles qui vivent pleinement. Mais derrière sa voix et son sourire bien connu des amateurs de bonne chair et des restaurateurs, il y a aussi une tendresse immense pour les siens et une lucidité sur son métier. Alors elle est là, chic et décontractée, pantalon ivoire fluide, petit pull noir, cheveux détachés, souriante. Voilà, elle ressemble à ce qu'on connaît d'elle. Je suis ravie de vous recevoir, cher Raphaël Marchal. Bienvenue dans Tant qu'il y aura des femmes. Merci Julia. Comment allez-vous ? C'est peut-être la question la plus importante d'ailleurs. Ça va. Habituellement à cette question, je réponds ça va super bien, j'ai mis le truc sur le feu. Là, je suis peut-être plus mesurée, mais par crainte de demain. Parce que moi, j'ai toujours... je me rassure beaucoup par la projection. Je me dis toujours, alors, tu vois, le looking forward to quoi. Tiens, si je regarde devant, il y a tout ça qui arrive et c'est ça qui va me rendre... heureuse, excitée, en mouvement, etc. Et votre bonheur d'aujourd'hui dépend de demain. Énormément. Okay. Mais d'ailleurs, depuis toujours et a priori pour toujours. Je me réjouis pas de ce qui est passé, très peu de ce qui se passe, énormément de ce qui arrive. Et je l'explique pas, mais je suis beaucoup dans la projection. Et mais là, vous arrivez quand même à être dans le moment présent, par exemple, quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes quelque part ? Ouais. Alors, en vacances complètement. Parce que justement, je me projette sur les vacances depuis des mois et que quand j'y suis, je me projette sur le projet de ce soir, le projet de demain. Donc en fait, j'ai tout le temps dans ma tête des petites cases des joies à venir. Et là, je suis quand même dans un tournant de carrière qui n'était pas prévu, mais que on va évidemment y venir. J'accueille. Ouais. Que vous accueillez. En bonne yogi que je suis, j'accueille. Et en même temps, fait chier parce que j'étais bien et j'avais pas prévu de tourner à ce moment-là. Et d'un autre côté, c'est très réjouissant pour plein de raisons. Et en fait, je me découvre des envies, des talents peut-être, des projets que je pensais pas cultiver à ce moment-là et qui s'avèrent super. Mais j'ai pas de validation que ça va bien se passer. Et donc, je suis dans une période un peu... de flou. Donc, pour répondre à la question initiale, ça va, mais ça ira mieux. Mais sur une échelle de 1 à 20, c'est un 11 sur 20, ouais. Ce qui est bien, mais pas top. C'est bien résumé. Ok. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont particulièrement réjoui ces derniers jours ? Est-ce que vous avez des projets de vacances, notamment ? Est-ce que vous êtes en train d'organiser, à la seconde près, votre mois de juillet et votre mois d'août ? Précisément. Ça se résume très souvent à des randonnées et des pique-niques, hein, moi, ce qui me réjouit. Donc là, en l'occurrence, vendredi prochain, on part en montagne avec toute une bande de copains, randonner et pique-niquer avec un mec que j'adore et qui est un super cuisinier et qui s'est même fait, et il faut être un peu tordu du truc pour aller jusque-là, une espèce de barbecue, mais genre sur mesure, pour faire griller les viandes, les poissons, les légumes, tout en même temps. C'est trop beau, en plein cœur du Pays Basque et tout. Donc ça, c'est un peu la petite boule que j'ai dans le ventre et que j'attends. Et après, non, bien sûr, j'ai des projets pro. J'ai un format que je vais relancer, qui est en cours de tournage et que je n'ai pas commencé à diffuser. Donc, c'est un peu le gros que j'ai sur le feu. Et après, j'ai poursuivi avec d'autres projets sur d'autres chaînes. Mais on va revenir évidemment sur ces grands tournants qui vous ont été un peu imposés ces derniers mois. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de parler de vous et justement de ne pas parler uniquement de ce que vous mangez aujourd'hui ? Pas du tout. Et alors, c'est en effet un point important, c'est que j'avais pas remarqué que j'aimais pas ça. Et j'étais en retraite de yoga, parce que j'adore ça, ça me fait beaucoup de bien, surtout dans ces périodes de flou artistique. Et on fait les tours de table, tout le monde raconte et tout, et je fuis tout le temps quand il s'agit de moi. Et en fait, au bout de 3 jours, il y a une fille que je connais pas, que je reverrai pas de ma vie, qui était participante, quoi. Et qui me dit, mais du coup, j'ai pas compris, toi, pourquoi t'es là, ce que tu fais, ta vie et tout. Et je dis, oui, mais c'est moi, on s'en fout. En gros, je lui dis, moi, on s'en fout, quoi. Et j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte que j'avais trop entendu, arrête de faire ton intéressante. Et en fait, c'est resté. Et donc, j'adore faire parler,
un peu comme vous, quoi. Je creuse jusque... Ça ne m'ennuie jamais. C'est-à-dire que vraiment, n'importe quel sujet, j'adore aller décortiquer les gens. Et moi, j'ai aucun problème à parler de ce que je fais. Mais en revanche, oui, c'est difficile pour moi de parler de qui je suis. Eh ben, on va quand même tenter le coup. Mais ouais, on est le coup. Puisque vous êtes venu, on va quand même tenter le coup. Ouais. Raphaël, ce podcast s'appelle « Tant qu'il y aura des femmes ». Alors, j'aimerais bien connaître votre définition de ce que c'est que d'être une femme, pour vous. Je pense que c'est la seule que je donnerais à celle d'être un homme. C'est être humain, être au bon endroit, prendre soin des autres, faire en sorte que son passage soit pas vain. C'est être heureux, en fait. Être, quoi. Qui sont les femmes importantes de votre vie, celles qui vous ont inspiré de faire de votre passage quelque chose qui ne soit pas vain? En fait, elle a pas changé, ça a toujours été la même. Et d'ailleurs, je lui ai jamais dit. Donc, si elle écoute, ça la fera rire. Mais moi, j'ai toujours eu comme objectif en tout cas d'opiniâtreté, Delphine Plisson. Ça a toujours été un peu mon modèle dans le milieu dans lequel j'évolue. Ça fait 10 ans, ouais, que c'est drôle. Pourtant, son chemin a pas mal oscillé, le mien aussi. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de plus pour vous? Elle est impossible à suivre. Elle est impossible, je pense, à comprendre totalement. Elle a peur de rien. Enfin, je pense qu'elle a sûrement peur de plein de choses, mais en tout cas, elle ne le montre pas. Elle ose. Elle incarne l'audace à un niveau que je trouve presque impossible pour une personne. En fait, on en parlait quand on s'est vu à la soirée des Bold Women de Veuve Clicquot. Qu'est-ce que c'est que l'audace et tout, et pour moi, c'est un truc que j'ose pas faire, c'est tout risquer, quoi. C'est mettre tous ses œufs dans le même panier et puis se dire que si ça marche pas, on a littéralement plus rien et on perd beaucoup. Et Delphine, elle a cette force de se dire je fonce et on verra après. Et pourtant, elle a pas de filet, quoi. C'est une force ou c'est juste un trait de caractère? Parce que peut-être qu'elle aussi, elle se met en danger. Elle se met en danger énormément. Mais parce que je viens de finir son livre, donc je suis très touchée par le sujet, mais elle se met en danger sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan évidemment entrepreneurial. Et en fait, c'est un médecin qui lui a dit qu'elle avait une force de vie phénoménale et complètement inouïe, légèrement suicidaire du coup. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de l'admirer. De l'admirer, mais je crois que c'est au-delà de l'admiration. J'ai une espèce de... je suis fascinée par Delphine. Et ça m'empêche pas de rigoler avec elle et d'être sa copine, mais je suis fascinée. Ouais. Il y en a d'autres, des femmes qui ont beaucoup compté dans votre vie ou qui comptent beaucoup dans votre vie? Il y a ma mère, qui est quand même numéro 1. Qui est mon pilier, qui est mon conseil avisé le plus précieux. Il se trouve en plus qu'elle est coach maintenant en développement personnel, mais c'est récent. Donc moi, ça a toujours été ma coach. Mais maintenant, ça fait 10 ans qu'elle le fait de façon professionnelle et qu'elle coach d'autres. Et donc, c'est drôle d'avoir des gens de mon entourage qui me disent « Oh, ta mère m'a coachée, c'est incroyable, elle m'a tout débloqué et tout ». Mais en même temps, moi, elle peut pas. Quand je dis elle me coach, c'est faux. Mais disons qu'elle m'infuse des petites idées. Et parfois, je fais des vrais coachings et elle me dit « oui, je me tue à te le dire depuis 30 ans. » Je dis « Oui, je n'avais pas compris ça comme ça. » Donc, évidemment, ma mère. Et puis, celle que j'appelle ma sœur, qui est ma meilleure amie, sans qui je ne prends pas une décision, quoi. Qui s'appelle comment? Fanny. Ok. Avec quelle femme vous aimeriez aller déjeuner, là, en sortant de ce podcast? Morte ou vivante, célèbre ou inconnue? Avec Alexia Laroche-Joubert. Ah ouais? Ouais, pareil. Je peux vous comprendre. Ouais, j'adore. Mais en fait, je la mets dans ma catégorie des Delphine Plisson. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Raphaël, pour bien connaître mon invité, j'aime bien reprendre l'histoire depuis le début. Alors, où êtes-vous né et où avez-vous grandi? Je suis née au Chesnay, dans les Yvelines, et j'ai grandi à Colombes, dans le 92, jusqu'à mes 8 ans. Et après? Neuilly.
Dans quel milieu social avez-vous grandi ? Moyen. Mes 2 parents, mon père, il était directeur administratif et financier, et ma mère, directrice marketing. Quels parents ont-ils été avec vous ? Les meilleurs. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été extrêmement, je trouve, avant-gardistes sur l'éducation. Parce qu'ils étaient ni éducation positive, ni éducation ancienne génération, coup de fouet, humiliation et grosse tarte dans la gueule. Donc ça, c'était pas mal de ne pas avoir subi ça. Et en même temps, ils étaient très... ils ont jamais menacé d'une punition sans aller au bout. Ils ont jamais crié, mais ils avaient une autorité naturelle folle sur moi. Mon père, il m'a jamais dit les choses 2 fois, mais encore maintenant d'ailleurs. Parce que j'ai déjà eu des mauvais bulletins, j'ai déjà séché des cours de sport. Enfin, j'ai été une vraie rebelle. Et parfois, il avait juste besoin de me dire... on se parle 2 secondes. Enfin, je pense que c'était un peu vous, mon père, en fait, sur l'éducation. Ah ouais. C'est-à-dire que ça filait tout droit. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis maman et je vois que je reproduis des trucs qui ont fonctionné. Et puis non, mais ils ont eu qu'une fille, ils voulaient 3-4 enfants. Vous êtes fille unique ? Je suis fille unique de 2 parents stériles au départ, qui ont fait 9 filles en tout, qui ont eu un parcours très long d'adoption, qui n'a pas abouti, enfin, qu'ils ont annulé. Et donc, on pourrait se dire que... Enfin, ce qui est très beau dans leur éducation, c'est qu'ils ne m'ont jamais fait ressentir que je n'étais pas suffisante. Ils m'ont jamais Mais vous étiez plutôt un miracle, non ? Plutôt qu'insuffisante ? Oui, mais ma mère, je l'ai déjà entendu dire... que pour elle, un enfant, c'était pas une famille, mais je l'ai jamais pris pour moi. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je me suis toujours dit que justement, j'avais comblé pour plusieurs enfants, quoi, parce qu'ils me l'ont toujours tourné dans le bon sens. Et est-ce que vous, ça vous a manqué de ne pas avoir de frères et sœurs ? Alors, comme plein d'enfants, je pense que j'ai beaucoup demandé un petit frère ou une petite sœur, parce qu'à l'école, tout le monde en avait, et donc j'avais l'impression d'être en marge. Et puis finalement, j'ai trouvé pas mal d'avantages à être fille unique en grandissant parce que dans ma famille, tous mes cousins, cousines sont des grosses fratries, de 2 à 4. Et en fait, ça nous a créé un lien Vous avez choisi vos frères et sœurs particulier. Ah bah oui, d'ailleurs j'ai toujours dit de Fanny que c'était ma sœur et ma mère elle dit toujours que c'est sa 2e fille, quoi. Ouais. Quelle petite fille vous étiez ? Donc ok, vous avez séché quelques cours de sport. Voilà. Mais vous étiez bavarde, vous étiez curieuse, vous étiez timide ? Ah non, j'étais très bavarde, très curieuse, absolument pas timide parce que j'allais chaque été de 2 à 4 semaines à la colonie de vacances de Saint-Fargeau. Donc j'étais à la mini-ferme à partir de 2 ans et demi. Et je crois que jusqu'à mes 16 ans, j'allais... Alors après, c'était plus Saint-Fargeau, c'était genre des échanges en Angleterre ou ailleurs. Et en fait, dès le bus pour aller sur place, il fallait se faire des copains. Et puis moi, je voulais des trucs à raconter dans mes lettres que j'envoyais à mes parents et tout. Donc en général, j'avais 17 copains au bout de 25 minutes, quoi. J'étais pas timide, ouais. Vous aviez jamais le cafard quand vous vous retrouviez en colo le soir, toute seule dans votre lit Ben non. Non, souvent, on m'inscrivait pour 2 semaines et j'appelais au bout de 13 jours et je disais, est-ce que je peux rester une semaine de plus et tout. Et donc, je prolongeais, quoi. Ah ouais. Ouais. Et même ça, toute petite. Ah ouais. Bah, enfin, j'en sais rien, à 2 ans et demi, je m'en souviens pas, mais... 2 ans et demi, c'est quand même extrêmement tôt pour envoyer son enfant en colonie de vacances. Ouais. Alors aujourd'hui, ma mère me dit qu'elle le ferait peut-être pas. Mais la mini-ferme de Saint-Fargeau, ouais, c'était vraiment bébé, quoi. À quoi ça ressemblait les fêtes de famille chez les Marchal ? Alors, nous, on a toujours fêté Noël, par exemple, une fois tous les 3. D'ailleurs, pour toutes les fêtes, hein, les anniversaires et les Noëls, on le fait toujours tous les 3. Et ensuite, on faisait un Noël élargi avec la grande famille du côté de ma mère, un grand Noël élargi du côté de mon père. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ce petit... Cette multiplicité. Ouais, je trouvais ça génial, moi, d'avoir notre mini cocon ramassé. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'on était... Enfin, je trouvais ça très joyeux chez les autres quand j'allais dormir chez mes copines. Je me souviens d'Alexandra, avec qui j'étais à l'école. Elle avait genre 4 frères et sœurs. Ils étaient allemands. Ils dînaient à 17h. Et après, ils faisaient la fête. Genre, c'était le feu dans la maison et tout. Et j'adorais. Et après, je rentrais chez moi et je me disais... on est bien aussi. Donc, en fait, je sais pas si j'ai envié ou si finalement, je me suis
convaincue que c'était mieux chez moi. Mais en tout cas, vous étiez heureuse là où vous étiez. Très heureuse. C'est ça qui compte. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui cuisinaient bien chez vous? Est-ce qu'il y avait un art de la table? Parce qu'au-delà de la cuisine, la mise en scène est importante pour vous aussi. Je parlais de pique-nique, vous en avez parlé aussi. Votre kiff, c'est d'aller en rando et de pique-niquer. D'ailleurs, pour moi, vous êtes la reine du pique-nique, la reine du banquet. C'est quand même des mots que j'entends très, très souvent venant de vous. Ça vient d'où ça vient de chez vous, ça? Ouais, ça vient complètement de mon père. Ah, votre père, c'est lui qui cuisine? Ah ouais. Mon père, quand il avait 18 ans, ma mère avait 20 ans. Et lui, il avait une passion, c'était la bouffe. Mais vraiment, il se faisait des trips en voiture. Il achetait le guide du routard ou le guide Michelin. Il s'arrêtait pour les tables. Il encadrait les additions. Il était comme un dingue. Et un jour, il a acheté le livre de cuisine saine de Michel Guérard et de Maïté, d'ailleurs. C'est encore les farces. À Noël, c'est toujours les farces de Maïté. Et ça a toujours été son plus grand bonheur. Et à l'époque, ça ne se posait pas trop dans sa famille, la question de faire de la cuisine un métier. Donc, je ne sais pas s'il se l'est vraiment posé. Mais depuis que j'existe, il cuisine. Et ma mère, elle ne cuisine pas du tout. En revanche, le plein air, c'est son truc. Donc, on a toujours pique-niqué, que ce soit au ski, que ce soit à la montagne, sur un bateau, dans le train, en voiture, en avion. Là, elle est à Paris, ma mère, pour m'aider avec les bébés. Elle est en ce moment même en train de se balader avec son pique-nique dans Paris, quoi. Et avec les enfants? Non, on les rejoint cet après-midi. D'accord, ok. Elle va pique-niquer toute seule dans Paris? Ouais. Mais elle va aller où, pique-niquer? Et là, du coup, elle est venue avec moi jusqu'au 17e parce que c'était l'occasion. Et puis, elle va se trouver un parc. Elle a pris un œuf dur, du pain grillé, un peu de comté, des abricots. Mais c'est quotidien. C'est un truc... Mais quoi, vous préférez ça ouais. à mettre une table, avoir une serviette sur les genoux et ouais. des couverts? Bien sûr. Je ne trouverai... Et pourtant, il y a des restaurants qui m'ont émue aux larmes. Hein, et ce sera toujours mon cœur. Mais rien ne me procure plus de plaisir que de randonner et de m'asseoir dans l'herbe et de casser la coquille d'un œuf. C'est le paradis, quoi. Et quand ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait, ça me manque dans ma chair. C'est quoi le goût de votre enfance? Il y en a plusieurs. Parce que c'est toujours une question intéressante, je trouve, les péchés mignons de l'enfance, parce que très souvent, ceux qui nous ont marqués, c'est ceux qui étaient rares. C'est pour ça que souvent, on dit le riz au lait de ma grand-mère, la tarte tatin de mon grand-père et tout, parce qu'on les voyait moins souvent que nos parents. Donc en fait, alors, on pourrait dire les œufs coques, parce que c'est ce qu'on mangeait le plus à la maison, parce que mes parents, ils adoraient le sport, donc très souvent, même s'ils aimaient bouffer, le soir, en rentrant le dimanche, soit mon père, il sortait un cassoulet ou un confit de canard en conserve, et il y avait toujours 2-3 pommes de terre à faire sauter dans la graisse d'oie. Soit ils faisaient des pâtes aux fèves, au parmesan, enfin des trucs simples. Soit on faisait des œufs coques pain beurre. Mais après, c'est aussi les goûters. C'est les vacances au bord de la mer avec les sandwichs beurre chocolat ou je sais même pas si j'assume de dire ça, mais les tartines de vache qui rit chez ma tante. Parce que vous aimez ça, la vache qui rit? J'en ai pas mangé depuis 20 ans, mais quand j'étais petite, je trouvais ça absolument délicieux. Ah ouais? Je trouvais que c'était un grand fromage. Ah, carrément. Et pourtant, j'adorais tous les fromages. Hein. Et quid du Babybel? Ah, dégueulasse. Ah, ok. Ouais, il faut que ça cesse. Me voilà rassurée. Ouais. Et pourtant, ça ne cesse pas. J'en vois encore plein les étalages. Le groupe Bell ne s'est jamais aussi bien porté. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà, vous nous filez une info. C'est vrai de ouf. Ça va nous permettre un icebreaker au prochain dîner. Tu savais que le groupe Bell ne s'était jamais aussi bien porté? C'était quoi votre goûter préféré en cachette quand vous étiez enfant? Tout ce qui était interdit chez moi. C'est-à-dire c'est-à-dire les bonbons, les gâteaux, le Nitos, tout ce qui est les boissons sucrées. Moi, mes parents, il n'y avait pas de goûter. Il y avait du pain et du fromage, un reste de quiche, un fruit, une faisselle nature. Mes parents, ils étaient... Il n'y avait pas de paquet de Chocobé, il n'y avait pas de Prince, il n'y avait pas de Delichoc. Mais vous plaisantez. Il n'y avait pas de Finger. Mais moi, j'ai fait des babysitting pour vider les placards des parents dont je gardais les enfants. Mais c'était mon projet. Non, mais limite, j'étais en mode, mais ne me payez pas. J'ai mangé pour 200 balles de Pépito. Vraiment, on peut s'arrêter là. Et en plus, il me filait des thunes. J'ai dit, mais je vous adore, quel métier formidable. J'ai dévalisé. Mais d'ailleurs, j'en profite pour présenter mes excuses à toutes ces familles parce que je les ai pillées, quoi. Et en plus, je remettais les paquets vides au fond, bien sûr.
bien sûr. Mais comment on passe une enfance sans Pépito? En faisant du babysitting. Mais non, mais ça arrive tard. Alors non, après, ma mère, elle m'a inscrite à des cours de tennis, mais comme on était à peu près 35 enfants pour une balle toutes les 11 secondes, le reste du temps, j'allais bouffer tous les... comment ça s'appelle là, les princes et les crocodiles. Et je rentrais, j'avais mal au ventre parce que je m'en rendais malade, vu que c'était... Ouais. Et en plus, je trouvais pas ça si bon. Il y a quand même un petit gâteau qui reste dans votre cœur particulièrement accroché. Indus? Ouais. Industriel, pour ceux qui n'auraient pas compris. Industriel. La glace Häagen-Dazs vanille caramel brownie. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est votre truc, ça? Ouais. Je sais pas, faudrait que je regoute, mais qu'est-ce que je trouvais ça bon. Ça me fait de la peine pour vous de vous imaginer sans Délice Choc et sans Prince à l'heure du goûter. Ouais, c'est vrai. Moi qui en ai mangé des centaines et des centaines. Comment s'est passée votre adolescence, Raphaël? Quel genre d'ado vous étiez? Bien dans vos pompes En fait, je suis passée très vite de gros bébé à jeune femme. Non, mais c'est vrai, j'en parlais hier avec une copine. À 14 ans, j'étais très... mes parents, l'école, maintenant. Et puis à 15 ans, j'ai découvert les garçons. Et ça a été... Une révélation. Enfin, en tout cas, ça a été très rapide. Je pense que vraiment, d'un coup, j'ai découvert qu'on pouvait se lisser les cheveux, mettre une jupe courte, se maquiller et tout. Et puis, évidemment, je vais dormir chez une copine. Comme ça, en fait, tout est faux. Et puis, on reste plus tard en boîte de nuit et tout. Et en fait, vous êtes sortie à quel âge? 15 ans, aux planches. Ah bah bien sûr, aux planches. Donc les planches, c'est à Paris dans le 8e, pour celles et ceux qui n'habitent pas à Paris. C'est une boîte qui est très très connue parce qu'elle accueille une clientèle assez adolescente. Totalement. C'est-à-dire qu'on va plus aux planches après 18 ans. Non. Mais en revanche, entre 14 et 18, exactement. C'est un miracle. Ah non, mais j'adorais. Évidemment. Ouais. Vous avez roulé vos premières pelles là-bas? Bien sûr. Non, alors ma première pelle, et ça c'est quand même pépite, il faut le savoir pour le croire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me croirez, mais je vous le souhaite, parce que c'est pas nul. J'ai l'autorisation de 1h du matin pour aller au Plaza. Vous l'avez, le Plaza? Ouais, je l'ai, mais alors je reviens pas que vous ayez le droit d'aller au Plaza. Non, mais quoi au Plaza? La boîte de nuit. Mais je savais même pas qu'il y avait une petite boîte de nuit au Plaza. Elle existe Non, encore? pas au Plaza, pas au Plaza Athénée. La boîte de nuit, le Plaza, je me souviens plus où c'était ce truc. On va dire les planches, quoi, mais c'était l'équivalent des planches. Okay. Disons les planches. Et donc j'ai l'autorisation de 1h du mat. J'y vais avec ma copine Donia, qui est ma super copine d'enfance, qui était ma témoin de mariage et tout. Enfin bref, on est hyper proches. Et en fait, on fait c'est un peu la soirée des premières fois et tout ça. Et en fait, mon père décide à 23h30 que 1h, parce que c'est lui qui venait me chercher, que c'était genre la première soirée, que c'est trop long. Et donc moi, je suis en train de danser un slow avec un garçon, genre sur le point vraiment de me lancer langoureusement pour la première fois dans l'aventure. Et là, j'ai un petit toc-toc-toc sur l'épaule et c'est mon père. Il avait payé son entrée, il trouvait que c'était trop long. Et moi, j'étais là, mais quel est ce... Il me dit, Rafou, on rentre. Mais non, mais c'est fou. Mais ça, vous savez quoi, ça, Raphaël, il n'y a que les filles qui peuvent me raconter ce genre d'histoire. Ah bon? Parce que j'ai interviewé 150 hommes dans Tant qu'il y aura des hommes. Jamais il y a un parent qui est venu les chercher plus tôt. Mais ouais, mais c'est comme ça. 1h30 plus tôt. Mais c'est terrible. Mais la honte. Mais dans la voiture, et je pense que c'est le truc qui lui fait le plus rire de toutes les anecdotes, quoi. Non, mais la honte. On n'a jamais revu ce garçon? Non. On ne sait même plus comment il s'appelle. Bon, je ne l'ai pas su sur le coup non plus. D'accord, très bien. Quand vous étiez ado, vous imaginiez devenir qui, devenir quoi, Raphaël? Alors, je voulais être prof de philo, parce que j'étais un peu amoureuse de mon prof de philo. Ouais. Et du coup, j'allais assister à ses cours à Sciences Po, à Assas, aux cours des L, parce que moi j'étais en ES, et les L, ils avaient plus de cours de philo, j'y allais aussi et tout. Non, mais en même temps, il m'a énormément appris, j'adorais. C'est ce qui représentait que j'adorais. 13 cercles des poètes disparus, tout ça. Et donc, je voulais être prof de philo. Et qu'est-ce que j'aurais voulu être? Petite actrice. Mais vous n'avez fait ni de la philosophie, ni des études d'actrice. Non, mais c'était des rêves... Qu'est-ce que vous avez fait après le bac? Parce que vous n'êtes pas allée directement vers la cuisine. Non. D'ailleurs, j'y suis jamais allée. Enfin, j'ai fait des stages en cuisine plus jeune, en 3e, et après, en effet, pendant mes études supérieures. Et là, j'ai décidé de faire une école de commerce, mais c'était un peu par... je me disais, je ne sais pas précisément ce que je veux faire. Au moins, là, j'ai 5 ans pour découvrir plein de trucs. Et en fait, ça m'a très, très bien correspondu parce que j'avais l'espace de m'investir dans la vie associative. J'étais présidente d'une association de bouffe qui s'appelait Coup de Food. On faisait des dîners les uns chez les autres, en mode un dîner presque parfait. Tout, c'était très rigolo.
Après, je me suis listée sur les trucs de BDE et tout ça. Après, j'écrivais pour le journal de l'école. Il y avait une asso de golf aussi. Puis comme mes parents sont très golf et tout ça, bref, ça me faisait marrer. Et puis surtout, c'est l'occasion de faire plein de stages et tout. Et donc, ça m'a beaucoup appris. Et à la fin de ces 5 années, j'avais quand même fait pas mal de stages. Donc, soit en cuisine, soit en marketing, dans des groupes de restaurants, soit comme commercial dans des traiteurs, organisateurs de réception. Et j'ai été embauchée à l'issue de mon stage de fin d'études comme chef de projet en montage d'événements. Et je m'ennuyais un peu, j'avais envie d'être plus proche quand même de ce qui me passionnait, mais je ne savais pas vraiment dire ce qui me passionnait parce que moi, je me disais, j'adore bouffer, j'aime bien cuisiner, je vais être chef, je vais être cuisinière, quoi. Mais en fait, c'est un raccourci qui est un peu absurde et qui m'allait pas parce que j'ai bien vu que c'était pas pour moi quand j'y étais. Vous préférez manger que cuisiner, non ? Ouais, en fait, et puis raconter. C'est ça. En fait, moi, j'aimais bien voir de l'intérieur. Donc, j'aimais bien observer en cuisine, mais je me faisais super mal à casser les écrevisses. C'était pas ma grande... Et donc, c'est comme ça qu'est né votre blog En Randonnion ? Ouais, il est né de... Cette envie de raconter. Cette envie de raconter, cette envie de m'occuper pendant les pauses déjeuner quand je travaillais parce que j'avais pas envie d'aller dans leur cantine là, j'étais un peu claustro, elle était au sous-sol et j'aimais pas. Et à l'époque, c'était quoi le premier article ? Vous vous en souvenez ? Ouais, c'était un papier sur la rédactrice en chef et fondatrice du magazine Food Pâtisserie qui s'appelle Julie Mathieu, à qui je dois énormément. Et en fait, oh là là, tellement la honte ce titre, mais ça s'appelait « Julie Mathieu est à la pâtisserie, ce que Pablo Neruda est à la poésie ». Oui, mais on est dans les années 2000. Oui, c'est bien normal. Sûr. J'étais fière comme un coq de mon titre, j'étais là, ça claque. C'est horrible. Mais en même temps, coup de foudre total pour cette femme et donc, j'écris l'article. J'étais toute contente de moi parce que j'avais passé beaucoup de temps. Et le lendemain, elle me propose de piger pour le magazine. Et c'est un peu ça et 2-3 autres missions que j'avais eues qui m'ont fait quitter ce job et me lancer toute seule. Et là, ça fait 10 ans pile. Enfin, 12 ans, mais 10 ans officiellement. Et ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme aujourd'hui de conformité, de courant de pensée en matière de bouffe ? Il y a eu des grandes modes, des grandes tendances. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une forme de, désolée pour ce terme, j'ai pas trouvé mieux, mais de gastropolis ? C'est-à-dire qu'il faut penser à peu près tous dans le même sens aujourd'hui ? Parce que vous faites partie de ceux qui écrivent de façon très très libre. Et vous avez vos points de vue et vous avez justement vos passions pour l'œuf dur avec les fesses posées sur un mollet, avec les fesses posées sur un rocher. Bon voilà, vous avez une parole très libre, très vivante. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une petite gastropolis aujourd'hui ? Alors, je crois que ça a été vrai quand Alexandre Camas a créé le fooding il y a maintenant plus de 20 ans. Il a en effet, malgré lui, établi une sorte de cahier des charges du restaurant parfait qui coche toutes les cases de la coolitude parce que ça incarnait ce que Sébastien Demorand avait baptisé de bistronomie, c'est-à-dire ni guindé, ni trop décontracté. On bouffe super bien, mais en même temps, le serveur, il te tutoie, il n'y a que du vin nature, et il a une barbe, et il est cool. Et il y a eu un peu, en effet, un moule qui était presque obligatoire si on voulait faire partie de ceux chez qui tout le monde voulait s'attabler. Et quand même, on s'en est affranchi, parce qu'aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a autant en journalisme qu'en table, de la place pour les affranchis. C'est quoi aujourd'hui être affranchi ? En fait, en gastronomie, c'est la même chose que dans la vraie vie, c'est accepter que tout le monde ne nous aimera pas. Et c'est, je pense, ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et je pense que celui qui incarne le plus ce mouvement, si c'en est un, c'est Romain Méder. Mm-hmm. Romain Méder, donc l'ancien chef du Plaza pour le coup. Voilà, exactement. Qui avait 3 étoiles avec Alain Ducasse, qui ensuite est parti au domaine de Primard. Au domaine de Primard où il avait
Le Chemin, où là, il avait une étoile, et qui vient d'ouvrir son nouveau restaurant, Prével, qui est très tourné sur le végétal, tout en ayant un tout petit peu de viande, un tout petit peu de poisson, mais de façon très raisonnée. Oui, exactement. Il était associé aussi de Sapide avec Alain Ducasse également. Et lui, il a toute sa vie, de cuisinier en tout cas, entendu des clients lui dire ah mais les desserts manquaient de sucre et l'entrée c'était trop amer et le poisson on n'en a eu que le cartilage et le collagène alors que nous on voulait la chair et quand même c'était un peu chiche et il a toujours dit si ça vous plaît pas allez ailleurs. Il a jamais cuisiné en se disant ça va plaire. Il a toujours cuisiné en disant c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est ça que j'ai envie de dire. Et puis, si ça rencontre pas son public, bah, y a d'autres restaurants à Paris, ou dans le monde. Et en effet, Prével, c'est l'incarnation absolue de tout ce qu'il a fait de plus beau, je trouve, jusqu'à présent. Moi, j'y étais la semaine de l'ouverture et je me suis vraiment dit, mais le mec, il sait qui il est, quoi. Et c'est vachement dur de... Enfin, moi, je trouve que c'est la plus belle qualité du monde de savoir qui on est. Mais... Je l'ai reçu dans Tant qu'il y aura des hommes. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Romain Médère, il y a un épisode entier avec lui. Ouais. Et en plus, il a un parcours... Il y a quelque chose de très tendre dans sa façon de raconter son enfance, la façon de raconter les grandes bouffes qu'on faisait quand il était petit et ce dont on n'a plus tellement envie aujourd'hui. Même si on regarde ça avec des yeux très brillants. Passer 8 heures à table et enchaîner vaches, veaux, cochons, c'est un peu beaucoup, quoi. Mais c'est vrai. Donc, pour vous, c'est lui... aujourd'hui qui incarne le pas de côté et parce le que, transgressif. C'est difficile à définir son restaurant. C'est pas un restaurant gastronomique, c'est pas un bistrot, c'est pas une brasserie. C'est pas encore un restaurant gastronomique parce qu'il a pas encore eu d'étoile, mais s'il avait une étoile demain, ça le deviendrait, non ? Ça coche pas complètement les cases Michelin entendues. Il manque quoi ? Non, mais il manque rien. Au contraire, il y a beaucoup plus que ce qu'on en attend, mais c'est relativement ramassé dans la salle, c'est sonore, c'est très fun, c'est le futur, quoi. Donc, je le trouve, lui, en tout cas, très fort dans le côté... je m'en fous de ce qu'on va en penser. Et ça l'atteint pas. Enfin, il se dit pas donnez-moi vos retours comme ça j'adapte. Il est ravi de savoir ce que vous avez pensé du dîner, mais si vous n'avez pas aimé le canard, c'est pas pour autant qu'il va changer la recette, quoi. Alors que la plupart en général ils vous demandent parce que ils veulent s'adapter. Alors que c'est littéralement vain, d'avance, quoi, de se dire qu'on va faire une table. Il y a des gens qui aiment pas chez Georges. Je sais que ça va vous choquer, mais il y a des gens qui aiment pas chez Georges. Je les connais pas, je les fréquente pas. Oui, non, on les fréquente pas, nous, ceux qui aiment pas chez Georges. Raphaël, vous avez passé 8 ans sur le plateau de William à midi, 8 saisons, avant que la chaîne ne soit fermée et donc l'émission de fait déprogrammée. Quand vous avez appris que William à midi s'arrêtait, quelle a été votre première réaction ? C'était le 23 juillet, j'étais... 23 juillet ? Ouais, on l'a su le 23 juillet, nous, de l'année dernière. Okay. Alors, tout le monde disait ça va peut-être changer, mais en tout cas, la première décision de l'Arcom, elle tombe le 23 juillet. C'était la date un peu crainte de tout le monde. Donc nous, ça fait déjà un mois qu'on est hors antenne parce qu'on s'était arrêté le 28 juin. On est en week-end avec des copains. C'est la première fois qu'on laisse les bébés pour 4 nuits pour aller souffler, faire du bateau, bien manger, faire la fête et tout. Et un matin, le premier matin, d'ailleurs, je me réveille et je vois la tête de mon mec qui me dit « Ah merde !» Et au début, j'ai pas du tout compris de quoi il parlait. Et donc ça, c'est la première fois qu'on l'apprend. Donc tout le monde s'appelle toute la journée. Sur le coup, quand tout le monde s'appelle, on est un peu sidéré. On se dit qu'on va basculer ailleurs. Au départ, moi, je pense... je fais pas le lien direct entre l'arrêt de la chaîne et l'arrêt de l'émission. Moi, je me dis... une antenne TNT, c'est une chose. Nous, on peut très bien continuer autrement. Donc, en fait, on est tous un peu dans une espèce d'élan de OK, on va retomber sur nos pattes. Donc, finalement, l'été se passe. On se dit, on verra à la rentrée. Et puis, mine de rien, la date butoir, c'était le 28 février. Donc, c'est quand même long. Ouais. Nous, on reprend le 20 août en général. On a quand même eu 6 mois comme si de rien n'était, quoi. Donc on rend nos chroniques, on tourne nos reportages, etc. Puis il y avait tout le temps des nouvelles décisions, des nouvelles annonces, etc. Et moi j'ai été très prise par l'émotion sur la fin parce que je crois que non seulement j'y croyais pas, mais en plus
il y avait une part de moi qui voulait se protéger et qui se disait mais de toute façon c'est juste une petite partie de ton quotidien. Moi j'avais toujours pour habitude, parce que justement on m'a toujours appris qu'il fallait mettre ses yeux dans plein de paniers, etc. Donc en fait dans ma tête c'était j'ai un peu William à midi, mais j'ai un peu mon rôle de créatrice de contenu à côté, puis j'ai un peu de presse écrite, puis j'ai un peu d'animation de festival, et puis j'ai un peu... Donc en fait je me disais j'ai une branche de mon poulpe qui s'arrête. Merci Marshall. Et le reste en fait ça va continuer et ça ira bien. Alors qu'en fait c'était beaucoup plus qu'un job de chroniqueuse, ce rendez-vous quotidien. Bien sûr, moi c'était quasiment mon job à plein temps. Et ça vous donnait une forme de stabilité, non? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le direct, la télé, la chronique, quand c'est tous les jours, quand c'est quotidien, ça offre quelque chose... oui, c'est ça, de l'ordre de la stabilité. Et c'est très agréable dans des métiers comme les nôtres de savoir qu'on a un rendez-vous. En fait, c'est presque un garde-fou, même si vous n'en avez pas totalement besoin. Mais le besoin de sécurité, c'est presque un besoin primaire. Hein. Je crois qu'officiellement, c'en est pas un, mais c'est ce qui fait qu'on dort la nuit. C'est ce qui, je veux dire, en tout cas, moi, ça me rassurait sur énormément de plans. Et puis, c'était mon bureau, ma vie sociale, mon job, mon gagne-pain. Et puis surtout moi j'étais contente parce que c'était l'occasion de mettre en lumière à chaque fois des artisans, des producteurs, des pêcheurs, des maraîchers. Enfin c'était un peu chaque semaine je partais en région pour aller à la rencontre de ces gens-là et tout. Donc je me suis, je pense, presque trop protégée jusqu'à fin février. Et puis, en plus, on a eu une semaine de vacances, donc je me suis pas trop rendu compte. Et on est revenu le lundi pour la dernière des dernières. Et là, toute la semaine, c'était des magnétos d'adieu, William ému aux larmes et tout. Et là, je me suis dit, merde, en fait, c'est vraiment la fin d'un truc. Parce que finalement, l'émission n'a pas été reconduite ailleurs. Non. Est-ce que, parce que vous n'étiez pas que chroniqueuse sur C8, vous avez aussi présenté des primes, vous avez proposé de nouvelles aventures. C'est peut-être de ça, d'ailleurs, dont vous nous parliez tout à l'heure. Des nouveaux formats, des formats que vous êtes en train de tourner? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des formats. Donc le groupe Canal, c'est terminé. Ouais. En tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes justement senti un peu abandonné par ce groupe qui, en fait, c'est vrai que vous avez peut-être pu vous dire à un moment, oui, C-Star va peut-être, enfin pas C-Star, n'importe quoi, CNews va peut-être nous récupérer, ou Canal va peut-être nous récupérer, et en fait non. Non, je me suis pas sentie abandonnée parce que Canal en soi, Parce qu'ils vous aiment vachement sur Canal, je veux dire, ils vous ont proposé plein de trucs. Oui, non, mais peut-être qu'un jour ça reviendra, mais là je pense que tout n'est pas encore clos complètement. Il y a l'été qui arrive et tout, il se peut que ça bouge à la rentrée, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas quelque chose que j'attends d'eux. Okay. Mais en effet, si demain j'ai l'idée du siècle, vous irez les voir. Ce qui n'est pas exclu, j'irai peut-être les voir, bien sûr. Et alors justement, où est-ce qu'on va vous retrouver là? C'est quoi la suite? Alors, je lance, en fait elle existe, mais elle est vraiment pas très fournie. Je lance ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire et que j'ai proposées à des prods, à des chaînes, à des plateformes et tout. Et en fait, en lisant le livre de Xavier Niel, Une sacrée envie de foutre le bordel, il dit à un moment, quand on a une idée, il faut le faire soi-même. Et c'est pas le premier à le dire, mais en tout cas, c'est le premier qui le dit. Et ça a fait écho chez vous, en tout cas. Voilà, exactement, qui résonne. Et je me suis dit, ouais. Et donc je m'auto-produis. J'ai une boîte de prod et donc je finance les épisodes. Et donc ça, je vais le lancer là. On en a tourné 6. Il faut que j'ose, quoi. Parce qu'ils sont prêts, mais j'ai peur. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi vous n'osez pas? Parce que je me dis toujours, non, il faut que j'ai tel invité en plus avant de commencer la diffusion et tout. Mais la vérité, c'est que j'ai peur. Mais moi, je suis pas timide, mais je suis très peureuse. Donc, en fait, j'attends. Voilà. Okay. Ils sont bien au chaud. Quand ce sera prêt, quoi. Quand ce sera le moment. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce que ça vous a appris sur vous de devoir justement vous réinventer là? Ça m'a appris, et je travaille encore dessus, que la fin que ça ne me concerne pas, que c'est pas ma valeur qui est remise en question. Même si évidemment sur le coup c'est difficile à... Parce qu'au départ je cherchais une raison, parce que je me dis toujours, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, c'est quand même le meilleur enseignement que mes parents m'ont donné, de toujours être positif, de jamais... Donc j'ai toujours fait en sorte de tirer du bon des situations merdiques. Et donc au départ je me disais, c'est un signe, il faut que je passe plus de temps avec mes bébés. Du coup, quelle joie pendant 2 mois j'ai eu de les trimballer un peu partout. Et c'est vrai que c'était bien parce que ça faisait 1 an et demi que je me plaignais de ne pas les voir assez, que je travaillais trop, que je tournais trop, que je rentrais trop tard, que j'étais souvent pas là et tout. Donc en effet c'est positif, mais finalement c'est dur de se réjouir de quelque chose quand on n'a pas de visibilité sur la suite. C'est toujours pareil, quand c'est pas nous qui avons décidé d'avoir du temps libre, on en profite moins que quand on s'accorde une journée. Donc
ça m'a appris qu'on ne contrôle pas tout et que très souvent, les bonnes nouvelles s'accompagnent de choses dont on se serait bien passé et les mauvaises nouvelles s'accompagnent de trucs très chouettes. Donc en fait, on ne peut jamais avoir tout, quoi. Et moi, je crois que j'ai trop... Enfin, c'est toujours le cas, mais j'ai trop couru après l'équilibre parfait. C'est un peu la quête du siècle. Vous pouvez m'en parler de cet équilibre parfait ? C'est le camembert parfaitement découpé en 4 parts avec la vie familiale, le travail, la vie sociale, le sport et l'équilibre et le bien-être, tout en se faisant des super bouffes et en picolant, mais avoir de la place pour le yoga et pour les vacances et pour les voyages, mais en même temps les projets boulot et machin. Enfin, le truc idéal où on se lève, on se dit, mais... Vous ne l'avez pas divisé en 4, là. Hein. Vous l'avez divisé en 28, ce camembert. Ouais. Mais en fait, c'est ça, votre équilibre parfait. C'est 28 parts. Ouais, je crois que vous avez raison. C'est pas 4. Ouais. Quel mot évoquant la cuisine ou la gastronomie vous dégoûte, Raphaël Marchal ? Non, mais il y en a plusieurs. Mais en fait, vous avez le droit d'en dire plusieurs. Succulent, je crois. Ok. Vous aimez bien gourmand, vous ? Ouais. Ah ouais. Et les ribauds ? Ouais, j'adore. Ça te dégoûte ? Ça vous dégoûte ? De ouf. De ouf. C'est quoi le plat que vous aimez que quand il est raté ? C'est J'étais sûre que vous alliez avoir une réponse à cette question. Ah bah non, mais c'est un sujet d'engueulade en fait avec mon mec. C'est que moi j'aime les biscuits trop cuits et trop secs. Genre vraiment, tu te pètes une dent dessus, je suis là, quoi. J'adore. D'accord. Alors que lui, il aime quand c'est... lui, il est normal, quoi. Il aime quand c'est moelleux. Okay. Légèrement... Est-ce que ça vous arrive de manger parfois debout, dans le noir, directement dans la boîte, le frigo ouvert ? Genre sans que ce soit joli, sans que ce soit bien fait. Ah oui, bien sûr. Quand je suis toute seule, mais tout le temps. Mais moi, je m'en... D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir quand vous avez dit que j'avais un certain sens de l'art de la table, parce que franchement... De l'art de la mise en scène. Ouais. Parce que même vos pique-niques... En pique-nique, ouais, c'est vrai. Mais pas que les pique-niques, je vois des vidéos où vous êtes à un banquet. C'est vous qui dites le mot banquet. Tout est beau, vous êtes très sensible à ça. Oui, ça, c'est vrai. On ne bouffe pas nos assiettes en carton avec des serviettes en papier. Ah non, mais ça, c'est c'est des raisons déjà été reçu chez vous. Oui, c'est vrai. C'est comme on est reçu. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas... Mais vous pouvez quand même manger debout dans le frigo. Ah, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, j'adore. Ça me rassure. J'adore. Si vous deviez faire une déclaration d'amour à un ingrédient, un seul, ce serait lequel ? Ou à un mets, sinon quelque chose, parce que le pain, on peut dire que le pain, ça pourrait. Moi, c'est le clafoutis. C'est la texture que je préfère. Moi, j'aime quand c'est dense, pâteux, compact. Voilà. Je sais pas pourquoi. On devrait dire aérien, mousseux, léger, nuageux et tout. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les gâteaux un peu ratés. Souvent, on me dit j'ai un peu raté mon flan, il est un peu compact et tout. Mais j'adore. Quand il y a trop de farine dedans, quoi. En fait, moi, j'adore quand il y a trop de farine. Et le clafoutis aux cerises, c'est avec ou sans noyau ? Ouais. En effet, il y a deux écoles. C'est vraiment une chienlit d'avoir les noyaux dans la bouche et de passer son temps vers... Ouais. Mais il y a sûrement une raison pour les laisser. Ils disent que ça donne plus de goût. Mais vous ? Je sais pas si c'est le goût, je crois que c'est une question du jus qui s'échappe moins quand on laisse le noyau. Mais j'ai pas tellement d'avis sur la question. Par fainéantise, je dirais avec. Mais la vérité, c'est que même quand on dit 100, il y a toujours un petit 5% d'échec. Et donc, non, mais c'est vrai. Hein. C'est comme les paquets de pruneaux dénoyautés. Faut rire. Moi, j'ai compté. Hein. J'en ai mangé... je sais pas, j'ai fini le paquet là, parce que je fais beaucoup de fard. Parce que quand on aime le clafoutis aux cerises, on aime le fard breton aux pruneaux. Et franchement, sur 30 pruneaux, il y avait au moins 4 noyaux. Ah ouais ? Mais bien sûr, mais c'est pas une science exacte. Mais vous croyez que c'est une collaboration avec les dentistes ? Je pense que c'est les antivax qui reviennent avec les noyaux dans les pruneaux. Mais non, mais mon beau-père, par exemple, il a une machine pour dénoyauter les cerises et il cueille littéralement une tonne de cerises par saison. Donc là, ça commence avec les griottes et les burlas vont arriver mi-juin et ça va courir jusqu'à début juillet à peu près. Donc en tout, vraiment 1000 kilos de cerises, il cueille. Et ensuite, il les dénoyote. Et il estime à... 7-8%, parce que mon beau-père aime beaucoup les chiffres, l'échec de dénoyautage. Parce que parfois, ça passe à côté, on ne va pas vérifier à chaque fois. Hein. Donc, en fait, même quand on dit clafoutis sans noyau, à tout moment, il y a un noyau. Hein. Alors qu'au moins, quand on dit avec noyau, on est vigilant tout le temps. Donc, c'est vrai, hein, écoutez-le pour ceux qui écouteront cet épisode cet été. Faites bien attention. N'oubliez pas les 7-8% d'échecs dans le dénoyautage des cerises. Je pensais pas un jour
dire cette Parlez phrase. de ça. Et Pruno. Raphaël, vous êtes devenu maman de jumeaux il y a donc à peine 2 ans, c'est ça? Ils ont quel âge les Ils ont garçons? 18 mois. Donc c'est ça, pas tout à fait 2 ans. Non, pas du tout. Même. Pas du tout 2 ans, ok, très bien. C'était un souhait très profond d'avoir des enfants ou c'est venu un peu sur le tard? Ah, j'ai toujours su que j'en aurais, mais je me disais mais je crois qu'on reproduit ce qu'on a vécu. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi j'étais fille unique, mon mec ils étaient 3, donc on n'était pas tout à fait raccord sur le nombre d'enfants. Mais en même temps, on n'en parlait pas parce qu'on se disait, on verra bien. Et puis de toute façon, comme on dit toujours, on en fait un, puis après on voit. Ce qui est en tout cas très très certain, c'est que jamais j'aurais imaginé en avoir 2 d'un coup. Donc ça a été la surprise du siècle. Et j'aurais jamais imaginé aimer autant. Mais jamais. Enfin, moi, je m'étais toujours dit, j'adore dormir, j'adore faire la fête, j'adore travailler, j'adore sortir, j'adore avoir du temps. Je suis quelqu'un de très indépendant. Et moi, j'ai énormément besoin de mes moments toute seule parce que, ayant été fille unique, c'est vital pour moi d'avoir des petits sas de calme et de toute seule. Et donc, on m'aurait demandé il y a 5 ans si je voulais des jumeaux, j'aurais dit ça va me niquer tout mon rythme, cette histoire. Et en fait, je me suis révélée, quoi. Enfin, ça n'a rien changé finalement à tous mes petits bonheurs. Et en même temps, ça m'en a ajouté des insoupçonnés, quoi. Et vous avez envie d'une grande famille nombreuse? Non, 2, pour moi, c'est énorme. 2, c'est le double. Donc là, c'est fini. Je sais pas. Voilà, donc on n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. On peut pas. Non, mais qui dit ça? Non, il y a des gens qui te disent, moi, c'est fini, j'en ferai plus. Je sais pas. En fait, j'adorais avoir la réponse. Un jour, il y a une fille qui m'a dit, tu sais, quand tu sais pas, c'est que t'en veux encore. Je dis, ah bon, et tout. Parce que moi, je me disais, si j'hésite, c'est que finalement, elle me dit, t'inquiète que quand c'est le dernier, tu le sais. Donc elle m'a dit, si là, tu sais pas, bon, je sais pas quoi en penser. Mais c'est difficile pour une femme de se dire, c'est fini. Peut-être Parce aussi, que comme de toute façon, à un moment, ça nous arrive et qu'à un moment, on n'a plus le choix et que c'est terminé, je crois que c'est une décision très, très difficile. Ouais, peut-être, ouais. Dans une... Je m'étais même pas posé cette question. Bon, on vous donc c'est pas non. On vous suivra de près. Est-ce que vous vous trouvez jolie, Raphaël Marchal? J'ai appris avec mon métier à dissocier le regard que je pose sur moi dans la vraie vie, qui n'est pas toujours tendre, et le regard que je pose sur moi en télévision. Et en fait, je ne l'explique pas. Peut-être que vous avez réponse à cette question. Quand on est en vacances et qu'on nous prend en photo, je dirais à titre perso et tout, je me trouve jamais belle. Enfin voilà, comme je pense beaucoup de gens, je me dis horrible et tout. Quand je suis en salle de montage, et pourtant parfois il est 5h du mat, je suis pas maquillée au milieu des vaches et tout, et que je dois valider un sujet, ça m'est jamais arrivé en 8 ans, enfin un peu plus parce qu'avant j'étais sur une autre chaîne qui a disparu aussi, de me dire oh là là, je suis horrible. En fait, je sais pas, je dissocie. Donc, je me trouve ni jolie ni pas jolie quand je travaille. C'est parce que vous regardez parfois autre je me dis chose. j'aurais dû faire un effort sur la coiffure et tout. Ça m'arrive d'avoir un oui, mais retour, parce que ce qui vous intéresse exactement. À ce moment-là, c'est ce que vous racontez. Oui, bien sûr. C'est l'artisan que vous présentez. Oui, mais beaucoup de gens à qui j'ai discuté me disaient c'est hyper dur de se voir, de s'entendre. J'ai pas eu ce problème. Mais en revanche, si on me demande de faire une photo pour de poser et tout, je m'aime que sur la photo où je suis morte de rire de profil, quoi. Voilà. Quel rapport vous avez avec votre corps? Vous êtes bien dans votre peau? Le yoga, ça a changé quand même mon rapport à mon corps. Mais ça, c'est un vrai truc. Hein. Je n'imaginais pas à ce point. Mais moi, comme j'ai toujours été la première au buffet, j'ai une tendance à prendre... Moi, j'ai pas du tout la morpho. J'ai des copines qui ont des morphos de dingue et tout. Enfin, vous êtes très, très mince. Hein. Vous étiez même très mince enceinte des jumeaux. Oui, enceinte, j'ai maigri beaucoup. Bon, mais c'était pas prévu, mais vous êtes mince, vous avez de grandes jambes, vous êtes mince, ouais. Parce que quand vous parlez de la morpho de vos copines... Non, mais ado, j'ai pris. Je bossais en cuisine au Parc Hayat Paris-Vendôme pendant 3 mois. Je faisais pas de sport et je boulottais du matin au soir. Et j'avais vraiment, vraiment pris, quoi. À tel point que mes parents me l'ont dit et tout. Ça m'allait pas du tout. Et je pense que je faisais pas les bons sports. Et donc, j'avais toujours un peu... j'étais pas hyper à l'aise. Voilà, j'ai jamais été grosse, mais je me suis jamais trouvée bien foutue, quoi. Et là maintenant? Le yoga, ça a tout changé chez moi. Mais ça veut pas dire que j'ai toujours mes complexes comme je pense tout le monde. Mais à chaque fois, je dis comme tout le monde, ça me rassure, je crois. Alors qu'on s'en fout, enfin, on parle de moi, en l'occurrence, mais ça me rassure de savoir qu'on est 8 milliards à pas aimer son cul. Mais en fait,
J'ai commencé le yoga avant, je sais pas, peut-être 2020, un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment trouvé mon sport. En tout cas, moi, c'est ce qui me correspond le mieux, purement physiquement. Et puis alors, mentalement, je vous en parle même pas, mais donc ça va mieux depuis ça. Et la grossesse, oui, c'est drôle, ça m'a... Bon, moi, j'ai beaucoup de vergetures, ça a bien pété, donc ça, c'est un peu dommage pour les maillots 2 pièces. Et en même temps, c'est pas grave. Enfin, ça m'a pas du tout... Je sais même pas comment l'expliquer, ça. Je crois que c'est tellement génial ce qui nous est arrivé que je me souviens que ma sage-femme me disait « Ah, ma pauvre, ça a bien craqué et tout. » Et je dis « Ah oui. » Vous avez peur de vieillir ou au contraire, ça vous libère? Non, je trouve ça génial de vieillir. Je trouve ça trop bien. Mais je le ressens pas encore. Donc, c'est pas encore un sujet que moi, je ressens. Mais je trouve ça génial c'est le plus beau cadeau d'aller le plus loin possible. Donc, j'ai pas peur de voir mes parents vieillir. Moi, j'ai eu mes 4 grands-parents jusqu'à il y a peu de temps. Enfin, j'avais encore, je veux dire, une grand-mère jusqu'à il y a peu de temps. Je trouve que c'est quand même génial, quoi, de l'avoir eu aussi tard. Donc, c'est pas une crainte. Je trouve ça beau, moi, d'avoir vécu plein de trucs. D'ailleurs, les femmes que j'admire, elles ont souvent plus de 50 ans. Quand vous avez rencontré votre mari, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? On s'est rencontrés sur une plage un 9 août 2017. Et il était grand. Moi, j'avais toujours un peu l'image de mon mec, grand, brun. Enfin, donc, il cochait ça. Et le premier encart qu'on a fait, c'était à Londres. Parce qu'il habitait à Londres à ce moment-là? Ouais, il habitait à Londres à ce moment-là, pendant les premières années d'ailleurs. Et il était tellement à l'écoute. Il m'a ressorti à la fin du date des trucs que j'avais dit au début et j'étais même pas sûre qu'il avait entendu. Je l'ai trouvé très élégant, je l'ai trouvé très doux. J'avais très vite envie de le revoir, quoi. Il a toujours ce truc-là. Mais j'ai toujours considéré que la gentillesse, c'était la qualité première que je recherchais, parce que c'est celle que moi, j'essaye d'appliquer le plus. Et lui, profondément, c'est sa première valeur, quoi. Est-ce qu'il a fait de vous la meilleure version de vous-même? Ouais. Vous avez beaucoup changé à son contact? Ouais, énormément. J'ai énormément travaillé sur des défauts travaillables. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que mon père qui se mêle pas trop de mes histoires d'amour, enfin c'est normal, il y a quand même une pudeur. Sauf à 23h30 quand il doit venir vous chercher. Exactement. Petite balle perdue pour le daron. Et alors, ensuite, il a lâché la rampe, voilà, pendant à peu près 15 ans. Non, je rigole, mais en effet, il laissait plutôt ça à ma mère. Parfois, il disait à ma mère, tu surveilles, hein, parce qu'en colo, moi, évidemment, les 7 ans, je disais, alors moi, j'ai 16 amoureux, donc je vous fais la liste et tout. Et lui, il était en panique quand il disait ça. Mais il a toujours gardé quand même une petite distance pudique vis-à-vis de tout ça. Et quand il a rencontré mon mec, on est allé passer des vacances chez mes parents au Pays Basque et mon père nous a ramenés à la gare. Et il nous a dit au revoir, il a pris mon mec dans les bras, il lui a dit « Je suis content que ma fille soit avec un gars comme toi ». Mais à l'époque, on ne savait pas qu'on allait se marier, on ne savait pas que ça allait durer et tout. Et moi, je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit. Et après, il m'a dit « Bisous chérie, bon voyage et tout ». J'ai dit « Ça va et tout ». Il t'a dit quoi? Et il était bouche bée, Jang. Il a fait genre « il m'a dit ça ». J'étais « Voilà, trop mignon. Mais et voilà, enfin ouais, c'est le bon choix, quoi. Vous êtes mignonne que vous parlez de lui. Ouais. Raphaël, à quoi ça ressemble une journée parfaite pour vous? Alors, 2 cappuccinos, sans quoi je ne circule pas. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de ne pas les avoir, très souvent d'ailleurs. J'aime pas trop. Donc, c'est une bonne nuit de sommeil, c'est-à-dire endormie à 23h, réveillée à 7h. 2 cappuccinos, enfin beaucoup d'eau le matin, machin, douche et tout, on s'habille. 2 cappuccinos, vraiment c'est mon seul critère. J'ai bien fait de vous faire un petit signe pour vous dire court cette réponse. Ah pardon, voilà, de toute façon s'il y a 2 cappuccinos, là j'en ai eu qu'un par exemple ce matin. D'accord, c'est pour vraiment ça. Qu'un. Ouais. C'est pour ça que c'est plus long. Et ensuite, oui. Et ensuite à quoi ressemble une journée parfaite? Et ensuite, alors
moi, je puise mon bonheur dans la satisfaction du travail bien fait. Donc, en fait, pour moi, la journée parfaite, c'est une mission boulot le matin que j'arrive à accomplir en un temps restreint pour ensuite profiter de mon après-midi parfaite qui peut être aller faire du VTT électrique dans la montagne, pique-niquer ou m'attabler dans une benta parce qu'au Pays Basque, on est proche de l'Espagne, donc parfois quand on randonne, on passe de l'autre côté de la frontière. Et un petit yoga en fin de journée. Et puis l'apéro, moi, c'est mon repas préféré. Je sais pas si c'est un repas, mais c'est vraiment... En fait, moi, je mange pas le matin. Les cappuccinos, c'est mes petits-déj. Le midi, j'aime bien, mais je suis pas du tout une grosse dévoreuse du midi parce que ça m'alourdit et j'aime bien faire des trucs. Et le début d'appétit, là, vers 18h, où on ouvre la bouteille et on sort des grosses olives vertes, un peu de mimolette, de la focaccia, de la mortadelle à la pistache et tout, mais c'est... Je sais pas, c'est le moment que j'attends, en fait. Donc, ça peut être un gros apéro ou, au contraire, un petit bol par exemple, de riz devant un film, quoi. Ouais, ok, donc on n'a pas bien compris à quoi ressemblait la journée parfaite. Quel dernier plat voudriez-vous manger avant de mourir ? Ouah, je sais pas trop quand on parle de la mort, moi. Mais je vais pas le kiffer. Je sais que je vais mourir ou... Non, vous le savez pas. Ah, ok. Avouez que vous seriez quand même hyper saoulé de mourir après avoir mangé un bol de pâte konjac, quoi, par exemple. Ça, c'est pas très marrant. Je l'ai complètement perturbée. Ah ouais, non, j'aime pas trop ça. Genre, ouais, le plat ultime, quoi. Je sais pas, le truc que vous préférez. Parce que moi, je meurs pas, ok. C'est des dim sum. Donc j'annonce à tous les fournisseurs de dim sum que Raphaël Marchal n'en mangera plus, de peur que ce soit la dernière fois. Donc je préfère vous prévenir, vous venez de perdre une cliente. À qui vous devez beaucoup ? Je vais essayer de vous citer quelqu'un que j'avais pas encore cité. À Dani, qui est un peu ma deuxième maman. C'est la meilleure amie de ma mère et donc j'ai grandi avec elle et c'est mon refuge. Dani, c'est chez elle que je vais dormir régulièrement quand ça va et quand ça va pas, d'ailleurs. Ça marche pour les deux. C'est celle que j'appelle quand j'ai un doute. C'est celle qui est la plus cash quand elle me fait un retour sur mes projets. C'est vraiment l'un des énormes amours de ma vie. Ouais. Le mot que vous aimez le plus entendre ? Béa. Le talent que vous rêveriez d'avoir ? L'humour de mon meilleur ami. Parce qu'à ce niveau, c'est une vocation. Y a-t-il un compliment qu'on ne vous ait jamais fait et que pourtant vous rêveriez d'entendre ? Non. Ok. Que vous reste-t-il à apprendre ? Le montage. Qu'avez-vous commencé que vous n'avez jamais terminé ? Le Comte de Monte Cristo. Enfin, si Dieu existe, que voudriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver un jour, le plus tard possible, bien sûr, après avoir mangé d'excellents dim sum ? Elle me reparle de la mort, quoi. Vraiment, je suis fébrile. C'est la dernière question de l'interview, elle est obligatoire. Ouah. Vous êtes trompée de chemin, madame. Vous pouvez repartir. Merci beaucoup, Raphaël Marchal, pour la spontanéité de vos réponses. Merci d'être venu, c'était très joyeux et très riant. Je l'avais dit au début que vous alliez rire et que c'était... Voilà, comme ça, des éclats de rire. Moi, j'adore ça chez vous. Les mots de la fin vous reviennent. Alors, coup de bol, ça ne concerne pas la mort. Donc, j'ose vous les poser. Je commence la phrase et vous la terminez, d'accord ? Alors, tant qu'il y aura des femmes... la vie sera belle. Hein. Ok. Merci infiniment, Raphaël. Portez-vous bien. Longue vie et à très bientôt. Merci. Tant qu'il y aura...